Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Accord parfait entre Riyad et Yaoundé. L'harmonie entre les deux capitales confirmée ce jeudi au cours de l'audience accordée au ministre saoudien des Affaires étrangères par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Nous allons au Palais de l'Unité dès l'entame du journal. Accord parfait entre fils et filles du Cameroun pour condamner le massacre de Koumba. La journée de deuil national samedi 31 se prépare. La symbolique du décret présidentiel est décryptée dans ce 20h30. Désaccord entre les cellules cérébrales, les AVC, classées deuxième cause de mortalité au Cameroun, sont au cœur de l'actualité ce 29 octobre. Dans le journal, nous ferons le point de la pathologie au Cameroun. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. L'axe Riyad-Yaoundé se porte bien. Le ministre saoudien des Affaires étrangères est venu le confirmer ce jeudi au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Au nom du chef de l'État, Ferdinand Ngongo a reçu en audience le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud, venu transmettre les amitiés du roi d'Arabie Saoudite aux plus hautes autorités camerounaises. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Cette journée du jeudi 29 octobre 2020 restera à coup sûr inoubliable dans la relation particulière qu'entretient le Cameroun avec le Royaume d'Arabie Saoudite. En effet, après avoir procédé en matinée en compagnie d'officiels camerounais à l'inauguration de la toute nouvelle ambassade d'Arabie Saoudite dans notre pays, Son Altesse le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud, ministre des Affaires étrangères de ce pays grand ami du Cameroun, est accueilli avec tous les égards au Palais de l'Unité, lui et l'imposante délégation qui l'accompagne. Au nom du président de la République, Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République qui les reçoit, va commencer par leur souhaiter la bienvenue et un agréable séjour en terre camerounaise. Occasion pour l'illustre visiteur de transmettre les salutations distinguées de Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, au président Biya. Pendant la demi-heure que vont durer les entretiens, les deux personnalités vont par la suite évoquer ensemble la coopération fructueuse entre les deux pays. Une coopération marquée par le respect mutuel, des points de vue partagés sur la scène internationale et la densification des investissements, notamment de la part du Royaume saoudien en direction du Cameroun dans les secteurs des infrastructures et de l'éducation, entre autres. C'est donc dans une atmosphère de grande cordialité que le ministre saoudien des Affaires étrangères va quitter le palais de l'Unité, fier d'avoir posé un jalon supplémentaire, un jalon très précieux dans la relation entre Yaoundé et Riyad. Au cours de cette audience, les deux personnalités ont certainement évoqué l'inauguration quelques heures plus tôt, ce jeudi matin, du complexe diplomatique du Royaume d'Arabie Saoudite au Cameroun. L'infrastructure est présentée comme la plus impressionnante ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en Afrique subsaharienne. La sortie des fonds baptismaux de ce complexe était coprésidée par le ministre Mbela Mbela et son Altesse, le ministre saoudien des Affaires étrangères. Le reportage de William Badier. Le complexe diplomatique du Royaume de l'Arabie Saoudite, inauguré par son Altesse le Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud, ministre saoudien des Affaires étrangères, est une infrastructure construite sur environ 12 000 mètres carrés répartis sur deux sites. L'un est situé au nouveau quartier administratif de Mbala 2 et abrite l'ambassade, y compris la résidence du chef de mission diplomatique. L'autre situé au quartier Bastos de Yaoundé s'étend sur 4 290 mètres carrés
Il abrite les résidences des diplomates et de certains personnels. L'on retient que le complexe diplomatique inauguré est la plus grande représentation diplomatique du Royaume d'Arabie Saoudite en Afrique subsaharienne. Ceci est la preuve du raffermissement des relations déjà intenses et multiformes qui lient Riyad à Yaoundé. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du doyen du corps diplomatique Paul-Patrick Biffot, du ministre directeur du cabinet civil Samuel Mvondo Ayolo et de quelques membres du gouvernement camerounais. Après cette cérémonie d'inauguration, le ministre saoudien des Affaires étrangères a été reçu par son homologue camerounais au ministère des Relations extérieures. Diplomatie internationale encore et relations France-Afrique avec le rideau tombé ce jeudi sur le colloque international de Brazzaville. La rencontre à laquelle le Premier ministre chef du gouvernement représentait le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est achevée sur une série de recommandations. Surtout, il s'est agi de réécrire la véritable histoire de la contribution de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale. Retour sur ces belles leçons d'histoire à retenir du colloque avec Laurentine Bokono, l'envoyée spéciale de la CRTV. Partage et pérennisation de la mémoire collective sont les maîtres mots qui devront constituer la trame du nouveau guide de l'histoire franco-africaine des années de la Grande Guerre. Il y a 80 ans, c'est depuis Brazzaville que le général de Gaulle décida de reconquérir Paris, tombé entre les mains de l'ennemi. Le manifeste de Brazzaville rallia les pays de l'Afrique équatoriale française à la cause française et Paris fut libéré. Cette histoire doit être connue et enseignée tant en France qu'en Afrique, recommande le colloque international de Brazzaville. D'autres recommandations portent sur l'élévation de stèles à la mémoire de tous les soldats de l'Afrique équatoriale française et de Madagascar, tombés sur les différents théâtres d'opérations militaires, sur les soutiens multiformes à apporter aux enseignants-chercheurs en termes de mobilité auprès des dépôts d'archives, dépôts nationaux et internationaux. Regroupées en 3 lots, les recommandations du colloque sont adressées séparément aux chefs d'État et de gouvernement africains, à la France et aux enseignants-chercheurs. Ici, le Cameroun continue de pleurer les 7 enfants massacrés à Kumba. L'émotion va atteindre son apogée samedi après-demain, déclaré journée de deuil national par un décret du président de la République signé hier mercredi. Un acte qui s'inscrit dans la logique des pratiques républicaines pour traduire la compassion de la nation tout entière endeuillée par l'ignoble boucherie de Kumba. Augustin Guizana et des experts analysent ici la symbolique de ces décrets présidentiels. L'assassinat barbare d'innocents enfants dans une école à Kumba a choqué les familles, le peuple camerounais tout entier. D'où le décret d'un deuil national par le président de la République, Paul Biya. Le décret qui est généralement signé par le président de la République pour décréter un deuil national est toujours consécutif à un événement marquant qui a touché la conscience nationale. Si le deuil national trouve son fondement dans la vie des institutions républicaines, il apparaît particulier au plan anthropologique, surtout pour ces enfants tués. Dans nos cultures et dans nos traditions, les enfants, c'est des projets d'hommes. Et c'est pour cette raison que vous verrez que ordinairement, les obsèques ou bien les décès des enfants sont caractérisés par une extrême frugalité, une extrême simplicité. Que l'on en vienne à décréter une journée de deuil national pour les enfants fait en sorte que ces enfants-là cessent d'être des enfants comme on en connaît dans nos traditions pour devenir des hommes véritablement accomplis. Ainsi, samedi 31 octobre 2020, le Cameroun tout entier va pleurer ses enfants. La principale symbolique, c'est la mise en berne des drapeaux, mais également les minutes de silence peuvent être prononcées, observées dans toutes les cérémonies qu'il pourra y avoir le jour de samedi. Des larmes de sang pour des vies innocentes. Les politologues, anthropologues disent non.
Allons voir à présent la vie sur place dans le département de la Mémé. Combat affligé, mais combat debout. Les habitants de cette cité chef-lieu départemental disent leur détermination à tordre le cou au terrorisme que pratiquent les séparatistes en ce moment. Ils ont redit leur engagement à dénoncer les criminels aux forces de défense et de sécurité pour sauver l'école et contribuer au développement de la région du Sud-Ouest. Retrouvons Augustin Guizana au cœur de l'espoir qui renaît à Kumba. Kumba, 4 jours après l'attentat terroriste de l'établissement scolaire dénommé Mother Francis International Bilingual Academy. Des commerces sont ouverts. Des habitants sortis le long des artères de la ville pour accueillir la délégation interministérielle affiche une mine grave. Je suis triste de cette situation qui est arrivée ici. C'est inadmissible. 7 enfants tués, 13 autres blessés. Le drame est incompréhensible. Ce n'est pas seulement moi, le chef de Kumba, mais tout le monde dit maintenant non, c'est enough. On va faire un grand service communical encore pour demander à Dieu pour cleanser nos territoires. Situé entre Kogne et Mbonguin, la ville de Kumba est le chef-lieu du département de la Mémé, région du Sud-Ouest. La sécurité ici est renforcée. Depuis 4 ans, des terroristes sèment la terreur. Mais les populations souhaitent, par leur collaboration, qu'on aboutisse à une sorte d'opération d'envergure comme celle menée à Bamenda baptisée Clean Bamenda. Dans le registre des réactions à ce massacre des écoliers à Kumba, signalons celle-ci de la communauté musulmane qui condamne cet acte de terreur avec la dernière énergie. La condamnation vient de l'Association nationale des jeunes musulmans du Cameroun et l'indignation également des membres du Conseil des chefs traditionnels musulmans du littoral et du Sud-Ouest. Dans le même temps, le coordonnateur national du Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration qui félicite les 17 ex-combattants qui ont répondu favorablement à la main tendue par le chef de l'État Paul Biya au cours des 2 dernières semaines. Fayengo Francis encourage par ailleurs ceux qui n'ont pas encore répondu à cet appel du président de la République à déposer immédiatement les armes qui font couler le sang à travers les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et c'est dans ce contexte de deuil national en préparation pour samedi que s'est ouvert ce jeudi le colloque sur la protection sociale de l'enfance au Cameroun. La rencontre de 2 jours, présidée par le ministre Pauline Irène Guéné, vise l'amélioration des politiques publiques en faveur de l'enfant. L'UNICEF Cameroun prend part à cette réflexion sur la protection des enfants vulnérables au Cameroun. Le récit de cette première journée des travaux avec Joël Igor Abanda. Ce colloque national sur la protection sociale de l'enfance au Cameroun rentre dans le cadre de la célébration cette année du 30e anniversaire de l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Votre mission au cours de ces 2 jours de travaux sera de poser les bases d'un reprofilage des politiques publiques de sauvegarde de l'enfant et de promotion de ses droits. Au premier trimestre de l'année 2020, 351 nouveaux cas d'abandon et d'égarement d'enfants ont été rapportés aux services sociaux. Et à travers les régions du Cameroun, 4060 enfants déplacés internes. Dans la même période, 911 enfants mineurs étaient détenus à travers le territoire national, répartis dans 79 maisons d'arrêt. Même si d'énormes progrès ont été accomplis par le Cameroun en termes de promotion, de respect et de réalisation des droits de l'enfant, ce type d'événement tente à démontrer qu'il y a encore énormément d'efforts à fournir. Au terme de cette rencontre, un rapport national sur la protection sociale de l'enfance est attendu. Suite de ces travaux, demain 30 octobre, cette journée du 29 était journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, les AVC classés 2e cause de mortalité au Cameroun après les pathologies infectieuses. Une maladie qui fait aujourd'hui beaucoup de victimes et dont les conséquences sont souvent des handicaps neurologiques à long terme. Sur l'ampleur, les traitements et la prévention de l'AVC au Cameroun, voici l'enquête de Étienne Pascal Azeg. Tel un coup de tonnerre dans un ciel serein, l'accident vasculaire cérébral survient de manière brusque avec des signes annonciateurs particuliers. Il y aura une partie du visage que ça va être déformé, comme la bouche qui peut être penchée d'un côté. Un bras peut
perdu la fonction motricité. Comme je m'exprime maintenant, je peux en train de parler avec les collègues et j'arrive subitement, je ne m'arrive plus à m'exprimer, donc j'ai un perdu de voix. Les spécialistes distinguent ainsi deux types d'AVC. Un AVC hémorragique, ça veut dire que quoi, la tension artérielle est augmentée dans les vaisseaux qui sont dans le cerveau et ça se lâche. Ou un AVC ischémique, qui veut dire que quoi, à cause de l'excès de cholestérol dans le sang, les artères sont bloquées et le sang n'atteint pas dans une partie du cerveau. L'efficacité du traitement dépend de la célérité dans la prise en charge du malade. Généralement, la prise en charge doit être lieu 1 heure d'un AVC. Mais la majorité de nos patients arrivent ici après 6 heures parce qu'ils ont souvent les AVC loin de l'hôpital. Mais ce qu'on peut faire quand on reçoit les patients comme ça, c'est de prévenir un autre AVC. Pour se prémunir des AVC, les experts préconisent un dépistage précoce et une bonne hygiène alimentaire. En politique, ce sont les préparatifs pour les premières élections régionales de notre histoire qui s'accélèrent au Cameroun à quelques 38 jours du scrutin. Hier mercredi, le directeur général des élections, Eric Essoussé, a signé 2 importantes décisions. L'une fixe le format des bulletins de vote et de campagne et l'autre le format maximum des affiches de campagne électorale et les modalités de publication des documents. 2 actes qui balise donc la route vers ce scrutin du 6 décembre. Marlise Mbarga Aoumou. Et l'ECAM fixe le cas pour les élections des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. Pour Elections Cameroun, tout devra se faire dans le strict respect des règles et dans un communiqué, le DG des élections, Eric Essoussé, précise que le bulletin de vote est d'une dimension de 150 x 100 mm. Il est imprimé sur papier dont le poids est compris entre 60 et 90 grammes au mètre carré. De la même couleur que celle choisie par le parti politique ou les candidats dans la déclaration de candidature, le bulletin de vote porte au recto des inscriptions concernant le parti politique, la liste des candidats, le verso est vide. Le bulletin de campagne, quant à lui, est un spécimen du bulletin de vote et porte les mentions bulletin de campagne en français et en anglais. Le format maximum des affiches de campagne électorale est de 600 x 400 cm. Seront formellement proscrits les messages d'appel à la violence, à l'atteinte à l'intégrité du territoire national ou à l'incitation à la haine. Les textes des circulaires ou professions de foi et des affiches sont soumis à double exemplaire au visa préalable d'Elections Cameroun bien avant leur publication. Également dans l'actualité, la prise de fonction des responsables nouvellement nommés par le directeur général des impôts. À Yaoundé, par exemple, le centre régional des impôts, centre 1, est désormais placé sous l'autorité de Emeline Vogo, épouse Biina, et c'est là la toute première femme à occuper cette fonction. Cyril Kingembepe raconte la cérémonie d'installation. Le signe indien est brisé. La première dame a pris la tête du Centre régional des impôts, Centre 1. Les qualités humaines et professionnelles de cet inspecteur principal des régies financières, impôts, sont saluées par sa hiérarchie qui lui déroule sa feuille de route. Il faudra travailler à amener avec vous, vos plus proches collaborateurs, à adhérer à votre vision, l'élargissement de l'assiette. Il vous faudra également travailler à accélérer la dématérialisation de nos centres des impôts. Sous-directeur du recouvrement avant sa nomination, elle aura été dans son parcours chef d'un centre divisionnaire des impôts. Permettez-moi d'abord de remercier ma hiérarchie. Je pense ici au directeur général des impôts, M. Mopa Fatoueng Modeste, au ministre des Finances, M. Dupol Motazé, et promettre à cette hiérarchie de continuer à porter très haut la direction générale des impôts. Tout le bien qu'on dit d'elle sera utile pour le relèvement de ce centre régional majeur dans l'ossature de l'administration fiscale nationale. Nos félicitations, madame.
L'actualité des régions ce jeudi pour faire le point des infrastructures dans les établissements scolaires de l'extrême nord. Selon nos correspondants sur place, certaines de ces écoles affichent un grand déficit en matière de salles de classe et de tables-bancs, une situation qui ne facilite pas toujours le respect du quota de 50 élèves par salle. Les constats à Maroua, Lionel Mingue. Nous sommes ici à l'école publique de Makabaye, à l'entrée sud de la ville de Maroua. Pour cette année scolaire, l'établissement accueille plus de 1400 élèves. L'insuffisance des salles de classe et des tables-bancs sont entre autres difficultés qui rendent impossible le respect des quotas de 50 élèves par salle en ces temps de Covid-19. Nous avons 8 salles qui sont opérationnelles ici pour au moins 700 élèves par groupe. Manque de table-banc, manque de salles de classe, manque d'enseignants même. À Doualari, un autre quartier de la ville de Maroua, le lycée technique connaît pratiquement les mêmes difficultés. Actuellement, le lycée technique a 8 salles de classe et en principe, on devait avoir 16 salles de classe plus les secondes qui sont là, ça devait être 18 salles de classe. Heureusement, l'on observe déjà quelques initiatives des élus locaux, élites et même des APEE censés apporter des solutions à ces problèmes de manque des salles de classe. Ces déficits infrastructurels dans les établissements scolaires de la région de l'extrême nord interpellent naturellement la communauté éducative et le gouvernement, notamment l'élite locale, elle qui s'implique abondamment dans l'amélioration du cadre de travail des enseignants et des élèves à travers différents dons. Confirmation sur place, Abdoulaziz Amadou à Maroua. Le geste le plus récent est celui du député de la nation Salmana Amadou Ali. L'élu du Front pour le salut national du Cameroun vient d'offrir aux établissements scolaires de la ville de Maroua 800 tables-bancs. Là où l'éducation passe, le développement suit. Mettons-nous au travail pour améliorer les conditions de nos enfants. Outre les acteurs politiques, les forces de défense et de sécurité camerounaises interviennent aussi dans l'encadrement des établissements scolaires. La meilleure façon de préparer les Camerounais de demain, c'est à travers l'école. C'est la raison pour laquelle nous avons mis l'accent sur l'éducation. À ces acteurs locaux, il faut ajouter les partenaires au développement. C'est le cas de l'Agence française de développement qui, par l'entremise de la mairie de la ville de Maroua, a mis récemment à la disposition des écoles des tables-bancs dans le cadre du programme C2D Maroua Capitale Régionale. Mais de l'avis de nombreux observateurs, beaucoup reste encore à faire dans cette région classée zone d'éducation prioritaire. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Et voici notre point quotidien de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Ce jeudi, une recommandation émerge du point de presse du Centre des opérations des urgences de santé publique. Les Camerounais doivent absolument se référer à la vague des nouvelles flambées de la pandémie en cours en ce moment à travers l'Europe pour rester vigilants. Évariste Yanga et son invité Christy Tioda sont déjà avec nous au COUSP pour les explications sur cet appel ou plutôt ce rappel, comme vous dites là-bas. Bonsoir Évariste et bonsoir à votre invité. Que faut-il donc retenir et comprendre de ce couvre-feu recommandé parfois? Bonsoir Adèle. D'abord, cette nouvelle du jour, c'est
Chaque Camerounais est demandé de rester sur ses gardes. Le coronavirus Covid-19 en tant que pandémie n'est pas encore achevé. Il y a une possibilité de résurgence. Le couvre-feu, on en parle ce soir. Et l'expert convoqué, c'est Christy Thiodar. Bonsoir Christy. Bonsoir Évariste. Vous êtes juriste en santé. Le couvre-feu, quelle est son importance pendant la lutte contre le coronavirus? Le couvre-feu est une mesure de santé publique, une mesure sanitaire qui a pour objectif d'assurer, de respecter la santé publique en mettant en place des restrictions des libertés publiques, notamment la liberté de mouvement. La stratégie consiste à limiter la propagation de la maladie en restreignant les mouvements des personnes qui sont des facteurs facilitants pour la propagation du coronavirus. Pour le Camerounais ordinaire, on n'a pas fait recours au couvre-feu au Cameroun. Pourquoi on ne l'a pas appliqué ici, au moment où on a été au plus fort de cette pandémie? Chaque pays a sa propre stratégie qui est contextualisée, mais il faut quand même dire que plusieurs mesures restrictives de la liberté, de la libre circulation des personnes et des biens ont été mises en place par le ministre de l'administration territoriale. Vous avez vu en début de pandémie les fermetures d'écoles, les fermetures de frontières. Nous avons également vu nous avons également vu la limitation imposée au débit de boissons de fermer à partir de 18h. Nous avons également connu la prohibition des rassemblements de plus de 50%. Le ministère des Transports, le ministre des Transports est également intervenu en termes pour exiger le screening aux frontières, que ce soit au départ ou bien à l'arrivée du Cameroun. Et plus récemment encore, nous avons eu l'intervention du délégué général à la Sûreté nationale qui a instruit ses collaborateurs de mettre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces mesures qui sont toujours en vigueur, qui sont efficaces pour lutter contre le coronavirus et que nous devons respecter pour nous mettre à l'abri d'une éventuelle recrudescence de la maladie. Christy Thiodar, on va s'arrêter là. Merci. On est bien éclairé à ce moment au sujet du couvre-feu. Le Cameroun a eu ses restrictions à lui, ce qui a permis d'atteindre le niveau de la riposte en ce moment, la sérénité qui règne, le recul de la maladie dans chacune des régions, même les plus impactées. Vous avez remarqué, pas de chiffres ce soir. Les téléspectateurs de la CRT en sont habitués chaque jeudi. Mais la compilation est inachevée. À vous le plateau. Certainement, rendez-vous à demain pour les chiffres de la pandémie au Cameroun, Évariste. Rendez-vous noté donc. Merci à Madame Christy Thiodar pour ses explications sur le couvre-feu et même ce confinement de retour dans certains pays européens comme la France depuis quelques 48 heures maintenant. Une abondante page nécrologique dans le journal et d'abord 16 honneurs militaires au général de division Simon-Pierre Daga Funangso. La dépouille mortelle mise en bière hier mercredi à l'hôpital général a fait escale ce jeudi à la brigade du quartier général pour cette cérémonie d'hommage présidée par le ministre Joseph Betty Assomo. Le reportage de Pierre Evembe. Le commande-car a fait éruption sur la cour d'honneur de la brigade du quartier général avec en son sein la dépouille mortelle du général de division Simon-Pierre Daga Funangso. Dernière apparition sur ce haut lieu stratégique et emblématique de l'armée et devant toute la famille des forces de défense autour du ministre Joseph Betty Assomo pour les services rendus à la nation avec honneur et fidélité. Le soldat éternel va recevoir la marque de la patrie reconnaissante. Au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la croix de la valeur militaire du Cameroun à nom de la nation à titre posthume. Moment fort de ces adieux, c'est l'éloge funèbre dressé par le général de division Camille Kouatenga, camarade de la promotion Réunification. Ils étaient 45 en 1961. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques Mohicans qui regardent avec respect leurs compagnons partis gonfler les rangs de l'armée céleste.
Les adieux également de la grande famille de la communication au professeur Mabou, la mise en pierre de la dépouille du conseiller technique numéro 2 au ministère de la Communication. C'était ce jeudi après-midi. Elle a été suivie par une cérémonie d'hommage conduite par le ministre René Emmanuel Sadi. Retrouvons Daniel Menanga, notre reporter au siège du ministère de la Communication. En route pour l'éternité, il affiche encore ce sourire et cet air qui vous plonge dans son registre. Le professeur Mabou aurait dit dans ces circonstances: ne vous inquiétez pas, tout va bien. La preuve à l'image avec une assistance composite, les témoignages décrivent à l'unanimité un grand homme. Humilité, disponibilité, courtoisie sont évoqués à forte occurrence. L'enseignement, c'était son domaine. Spécialité, histoire, politique contemporaine. Autre corde à son arc, hautes études en sciences de l'information et de la communication. Une expérience qu'il impose comme secrétaire général de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Le fils de Baham savait tant et si bien communiquer qu'il avait l'oreille du ministre en charge de ce département ministériel, conseiller technique numéro 2, et aujourd'hui ce sont 7 bonnes années saluées par René Emmanuel Sadi. Requiem pour une belle âme. Cette nouvelle en culture, le ministre des Arts et de la Culture, Bidongpat, a annoncé que le festival du Ngwon de Bamoun sera le tout premier élément proposé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le ministre qui invite par ailleurs tous les Camerounais à soutenir cette proposition et suite au décret présidentiel d'hier 28 octobre qui déclare la journée du samedi 31 octobre, journée de deuil national au Cameroun. Le ministre Bidongpat informe les invités à la cérémonie officielle de lancement de la campagne de communication portant sur le suivi de ces activités du processus d'inscription de l'élément culturel Ngwon sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité, cérémonie initialement prévue ce samedi 31 octobre et qui est reportée maintenant au samedi 7 novembre 2020. Ce sera également toujours au Palais des Congrès de Yaoundé à 10h et ces informations sont donc signées par le ministre des Arts et de la Culture, Bidongpat. Je signale également avant la page des sports ces 2 télégrammes officiels de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya. Le premier est adressé à son Excellence Wavel Ramkalawan, le président élu de la République des Seychelles, suite à son élection à la présidence de la République de son pays. Le deuxième télégramme s'adresse à son Excellence Recep Tayyip Erdogan, le président de la République de Turquie, pour la célébration de la fête nationale de ce pays ami ce 29 octobre. Les sports sur les pas de la mission d'inspection de la CAF après Yaoundé. Hier, ces experts sont ce jeudi à Douala. Ils ont visité là-bas les infrastructures sportives et hôtelières sous la conduite de Anthony Bafou, le chef de cette délégation de la CAF. Premier constat, les exigences de la lutte contre le Covid-19 ont été parfaitement respectées par la partie camerounaise. D'autres constats à Douala, Monique Félicité. Anthony Bafoué et son équipe foulent le sol de la capitale économique ce jeudi 29 octobre à 9h. De là, 2 groupes se constituent. Le premier est conduit par Inas Ahmed, responsable des voyages et logistique à la CAF. La délégation de la Confédération africaine de football, les officiels et les 8 équipes des 2 poules affectées à Douala. Une nouvelle exigence de la FIFA demande que chaque chambre ne soit occupée que par une personne. Bonne nouvelle, chaque hôtel réquisitionné en a la capacité. À Japoma, Anthony Bafoué et la seconde délégation sont cette fois encore tombés sous le charme envoûtant de ce joyau, impatients d'accueillir les rencontres. Même satisfaction au stade omnisport de Bepanda et son annexe, le stade de Bonamoussadi, prévu pour les entraînements, a affiché meilleure allure que lors de la dernière visite. Quelques retouches à faire ça et là et ce sera fin prêt avant le 16 janvier prochain.
prochain, date du démarrage du championnat d'Afrique des Nations. La compétition se disputera sans les services du stade Mbappé-Lépé, défiguré par les récentes installations anti-Covid-19. Mais cela n'impactera pas l'organisation. Les 2 stades et 4 annexes sont prêts. De bonnes nouvelles de Douala en sport qui mettent un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Gilbert Ongene et Georges Marcel Messila. Pour les éditions du 20h30 du week-end, dès demain, vous serez en compagnie de Atta Badine Omar. Je vous souhaite d'avance un excellent début de week-end et à lundi 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.